Bienvenue, bonjour et bienvenue à tous dans notre groupe de discussion. Je suis Tanya McDonald, directrice à Excellence en Santé Canada, et puis je serai votre modératrice aujourd'hui. Je présente cette session de mon bureau à Ottawa sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Bonjour et bienvenue à notre groupe de discussion au sujet des soins aux personnes âgées ayant des besoins médicaux et sociaux. Je suis accompagnée aujourd'hui par Rachel Rouleau, chef adjointe du département de pharmacie, enseignement, formation et recherche, chercheur associé Vitam, centre de recherche en santé durable au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale. Bonjour Tania. Bonjour Rachel. Notre discussion aura lieu aujourd'hui en français et offert en anglais en interprétation simultanée. Donc, s'il vous plaît, choisir la langue dans laquelle vous voulez participer à ce groupe de discussion en cliquant sur l'icône d'interprétation dans votre menu Zoom au bas de la page ou au bas de l'écran. Donc, durant les prochaines, on va dire 20 à 30 minutes, nous allons partager avec vous un aperçu des programmes en cours ici à l'Excellence en Santé Canada en lien avec les soins aux personnes âgées ayant des besoins médicaux et sociaux. Notre collaboration avec la démarche Opus AP PEPS dans la province du Québec, dont je vais passer la parole à Rachel pour en discuter davantage, et aussi pour avoir une discussion sur des propos pour identifier les défis actuels dans le système et potentiellement identifier des solutions. Donc, tout au long de moi et Rachel, nous allons présenter pendant les à peu près 5 à 10 premières minutes. Par la suite, on va ouvrir la discussion au groupe. Donc, pendant que moi et Rachel, on s'échange des réflexions, si vous avez des anecdotes à partager avec nous pendant cette discussion au sujet de vos expériences en amélioration de la qualité visant les soins et services aux personnes âgées, on vous encourage à les partager dans la boîte de clavardage en anglais et en français. Donc, on va s'en servir pour animer la discussion. Après notre présentation, on va ouvrir une discussion avec vous, les participants, sur ce que pourrait ressembler une amélioration significative au niveau des soins aux personnes âgées ayant des besoins médicaux et sociaux. Et à ce moment, nous allons vous inviter à partager vos idées, vos réflexions, vos pistes de solutions dans la boîte de clavardage. Et moi et Rachel, on va s'en servir pour, par la suite, animer une discussion. Donc, comme on le sait tous, la pandémie a un impact majeur sur la vie de tous les Canadiens et un impact encore plus important sur les personnes âgées vivant dans nos communautés, nos soins de longue durée ou autres établissements où les personnes âgées vivent en milieu collectif. La pandémie a eu des effets négatifs sur la santé physique et mentale des personnes âgées dus au risque accru lié à la transmission de la COVID-19, ainsi que les effets négatifs sur la santé mentale dus à la solitude, l'isolement engendré par le confinement et les autres mesures de santé publique qui visaient à protéger les gens les plus à risque. Comme mentionné dans notre plénière, une de nos priorités stratégiques pour les 5 prochaines années sont les soins aux personnes âgées ayant des besoins médicaux et sociaux, et ce, tout au long du continuum de soins. Cette priorité stratégique a été identifiée et validée lors de nos consultations nationales en lien avec le développement de notre stratégie. On le sait qu'au Canada aujourd'hui, les personnes âgées plus de 65 ans et plus représentent environ 18 de la population et notre population est vieillissante, comme on le sait toutes, et il existe aussi plusieurs défis au niveau du système afin d'assurer des soins de qualité qui sont donc, il y a des défis qui existent depuis longtemps au niveau de la qualité et de la sécurité des soins. Malgré le fait que plusieurs d'entre eux vivent avec des maladies chroniques physiques et mentales, l'espérance de vie augmente aussi. Donc, on est écouté à travers le Canada et on a décidé d'inclure cette stratégie dans nos priorités stratégiques pour les 5 prochaines années. Excellence en Santé Canada s'est déjà engagé depuis plusieurs années dans l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins et services pour les personnes âgées à travers le continuum des soins primaires aux soins à domicile et en soins de longue durée, avec de nombreux partenaires œuvrant dans les différentes provinces et territoires, ainsi que nos partenaires nationaux. Donc, l'objectif demeure toujours d'atteindre un impact collectif en travaillant de concert avec nos partenaires afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins aux personnes âgées en lien avec les priorités stratégiques du réseau afin de mieux répondre aux besoins d'une population vieillissante.
Donc, quelques exemples de projets qu'on a soutenus dans le réseau en lien avec le vieillissement de la population et les personnes âgées. En soins primaires, on a un programme collaboratif qui vise l'amélioration des soins aux personnes fragiles en milieu communautaire. On a aussi un projet en soins à domicile avec le Partenariat canadien contre le cancer intitulé Ambulanciers, paramédicaux et soins palliatifs qui fournit un service essentiel à domicile aux patients atteints d'un cancer ou d'une autre maladie limitant l'espérance de vie lorsqu'ils en ont besoin, là et là où ils en ont besoin. On a aussi plusieurs projets dans le domaine des soins de longue durée, dont le programme SLD+, qui offre un soutien aux soins de longue durée à travers le Canada en réponse à la pandémie, avec un objectif primaire de créer une communauté de pratique avec les soins de longue durée qui travaillent de concert afin de renforcer leur réponse à la pandémie. Et aussi, on a un projet collaboratif au Québec nommé Opus AP-PEPS qui vise l'implantation d'une approche non pharmacologique et des soins personnalisés afin de diminuer le nombre de médicaments potentiellement inappropriés prescrits aux personnes âgées vivant en centre d'hébergement de soins de longue durée. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mme Rachel Rouleau, pharmacienne experte qui soutient l'intégration des démarches Opus AP et PEPS depuis 2019 dans les CHSLD au Québec afin d'offrir ses réflexions quant à son expérience avec nous et dans le réseau en lien avec la diffusion de pratiques novatrices dans les soins et services pour les personnes âgées. Donc, à vous la parole, Rachel. Merci beaucoup, Tania. Bien gentil. En guise d'introduction, je reviendrai sur des éléments que tu as mentionnés, les défis du réseau de la santé. En effet, ils sont nombreux et ils sont doublement préoccupants. Le vieillissement de la population que tu as nommé. Pour vous donner un exemple ici au Québec, puis c'est probablement un peu la même chose au Canada, le vieillissement de quelques années de la population fera en sorte que certaines pathologies, comme par exemple les troubles neurocognitifs, la prévalence de ces troubles-là augmentera de 50%. Donc, si on ne change pas, si on ne personnalise pas notre approche de soins, notre approche avec les patients, bien, il va falloir qu'on augmente de 50% notre capacité hospitalière puis en soins de longue durée. Évidemment, vous avez compris que ce n'est pas tout à fait le plan là, qui est prévu dans les prochaines années parce qu'on est en plein dans ce boom-là, si on veut, là, de pathologies gériatriques et de syndromes gériatriques. Puis combiné à ça, comme si ce n'était pas suffisant, bien, il y a aussi la rareté des ressources humaines. Hein? Donc, probablement ici au Québec, en tout cas, puis c'est le cas dans tout le reste du Canada, sûrement, la rareté des ressources humaines, tant au niveau des infirmières, des pharmaciens, des médecins, qui rend le tout préoccupant. Puis je vous dirais que même ici au Québec, avec la vaccination obligatoire, il y a comme un timing là, très, très, très difficile dans lequel on est présentement. Donc, on remercie beaucoup Excellence en Santé Canada de nous avoir permis de jumeler, dans le fond, l'approche Opus AP avec la démarche PEPS, donc de faire un tout avec ces deux projets-là. Et pourquoi on était très intéressés finalement à jumeler ces projets-là puis à les déployer ici dans l'ensemble de nos lits de soins de longue durée. Bien, évidemment, l'approche Opus AP, donc la meilleure utilisation des médicaments antipsychotiques en soins de longue durée a déjà prouvé, hors de tout doute, je vous dirais, là, c'est bien fait. C'est bien fait tant pour les résidents que pour le personnel, là, parce qu'on a tendance à l'oublier parfois, mais lorsqu'on diminue ces médicaments potentiellement inappropriés là, non seulement les gens se portent mieux, mais en plus, il y a moins de troubles de comportement. C'est paradoxal parce qu'on aurait voulu les donner pour éviter ça, mais on en crée d'autres, hein, comme des chutes, etc. et tout. Donc, l'approche Opus en lien avec les antipsychotiques a clairement fait ses preuves. Et nous, on la jumelle à l'approche PEPS. Donc, PEPS qui veut dire le projet d'évaluation de la personnalisation des soins, donc des soins centrés sur le patient, personnalisés à chacun d'entre eux, particulièrement au niveau de la pharmacothérapie, mais de l'ensemble de la trajectoire de soins en tant que telle, en soins de longue durée, pour les rendre plus efficients, pour les rendre plus spécifiques et qui répondent de façon beaucoup plus personnalisée finalement aux besoins de chacun des résidents. Donc, la pharmacothérapie, par exemple, évidemment, je suis pharmacienne, vous le voyez avec mes pilules de bonheur en fond d'écran. Je vais utiliser ce biais-là, finalement, puisque c'est un peu plus facile pour moi, mais prenons la pharmacothérapie, bien, elle sera personnalisée selon les souhaits de chacun des résidents, selon leur niveau de soins.
la prise de décision, même en lien avec cette pharmacothérapie, sera personnalisée selon les souhaits des résidents ou de leurs pairs ou de leurs proches qui seront présents. Donc, ils pourront collaborer avec nous sur les ajustements qui seront faits dans cette pharmacothérapie-là. Et évidemment, on va tenter de respecter, non seulement de respecter, mais d'appliquer à la lettre finalement leurs souhaits. Et tout ça fait en sorte qu'en bout de ligne, bien évidemment, nos soins de longue durée sont beaucoup plus adéquats ou beaucoup plus pertinents. Il y a beaucoup moins de médicaments potentiellement inappropriés. En fait, on les diminue de plus de 50 il y a beaucoup moins de polypharmacie excessive qui donne des réactions adverses en lien avec les médicaments, qui donnent des interactions aussi de façon extrêmement importante. Et nos résidents sont plus confortables. Et l'ensemble du personnel en soins de longue durée est motivé et mobilisé, puisque l'essence du projet de personnalisation des soins, c'est d'utiliser complètement les champs de compétences de chacun. Donc, le médecin essaie de se concentrer sur vraiment des actes médicaux de façon très, très, très spécifique. Les pharmaciens, l'équipe de pharmaciens s'occupe de la pharmacie, donc ajuste, amorce les médicaments, les cesse aussi selon les souhaits puis selon le besoin de chacun des résidents. Et l'équipe de soins infirmiers se concentre sur les soins infirmiers, sur le dépistage, sur l'évaluation. Donc, tout ça mobilise nos équipes, puis redonne aussi du temps. Vous comprenez que si on diminue de 50 la polypharmacie excessive, bien évidemment, ça redonne du temps aux équipes de soins parce qu'un médicament qui n'est plus là, je vous donne un exemple, par exemple, d'un médicament qu'on utilise pour traiter le cholestérol qui pourrait prévenir des événements cardiovasculaires dans quelques années, bien, si le cas qui est devant nous a une espérance de vie qui est beaucoup plus limitée, et qui ne tolère pas bien ce médicament-là, bien, si on le retire, on n'aura plus besoin de le suivre. Et on n'aura plus non plus à suivre les réactions adverses, les laboratoires. Donc, tout ça redonne du temps à l'équipe de soins infirmiers pour adopter une approche non pharmacologique pour, par exemple, des troubles de comportement. Donc, on est très, très, très content de collaborer à l'implantation puis au déploiement de cette démarche-là. La phase opus 1 et 2 sont complétées ici au Québec. D'ailleurs, les résultats ont été publiés dans le JAMDA, un journal américain de directeurs médicaux que vous pouvez quand même facilement trouver. Je vous dirais peut-être, histoire de vous donner un petit peu plus d'informations, qu'au Québec, de façon générale, cette approche-là sera l'approche qui sera préconisée à très, très large échelle. En fait, on vise un déploiement dans l'ensemble des centres d'hébergement et de soins de longue durée. Du Québec, de la démarche Opus AP-PEPS, et dans un des projets là, qui est le gouvernement qui est présentement au pouvoir, donc la construction des maisons des aînés et des maisons alternatives, c'est également l'approche qui est favorisée dans l'ensemble de ces maisons-là. Donc, c'est un projet d'organisation du travail où on vise, où le résident finalement et ses proches sont au cœur finalement de la démarche. Donc, pour y arriver, il y a différents documents qui ont été déployés, là, puis démarches qui ont été faites. Entre autres, une politique d'hébergement a été rédigée ici au Québec. Elle est déployée. On a également développé des orientations ministérielles sur l'approche de soins en soins de longue durée, dans les maisons des aînés, dans les CHSLD de façon un petit peu plus large. D'autres projets aussi là, qui sont en cours, mais vous dire aussi que dans l'optique des projets qui sont en cours, l'ensemble des CHSLD, en débutant par les maisons des aînés, seront équipés à moyen terme tous de dossiers médicaux électroniques, de prescripteurs électroniques, de FADM électroniques, de cabinets, et auront une organisation là, du travail novatrice centrée là, sur les besoins du résident. Peut-être un autre petit élément avant peut-être de passer à la plénière que je mentionnerais aux gens, toujours dans le souci d'amélioration puis de contribuer à tout ça. Sachez qu'au Québec, il y a un Café du Monde qui est prévu en collaboration avec HSO, donc c'est l'organisme qui fait les normes d'agrément pour l'ensemble finalement du pays, là, et c'est toutes les normes d'agrément qui sont appliquées ici au Québec. Et ce Café du Monde-là est prévu, je crois, le 20 octobre. Fait que si jamais, je ne sais pas si on peut le publier dans le chat, là, mais si jamais certains d'entre vous aimeraient participer à l'élaboration, à la critique finalement de ces normes-là, bien évidemment, c'est possible de le faire en participant à ce Café du Monde-là.
Est-ce que c'est suffisant, Tania? C'est parfait, Rachel. Donc, merci beaucoup pour ces réflexions. Donc, on voit qu'il y a plusieurs défis en ce moment qui vécus dans le système en lien avec les soins pour les personnes âgées. Mais il y a aussi beaucoup de réformes qui se passent aussi dans le réseau, surtout en réponse à la pandémie. Donc, voici le moment de remettre à l'écran notre question pour cette groupe de discussion. Donc, je vais demander à notre équipe de remettre la question. Donc, selon moi, c'est très clair qu'il est temps de repenser les soins avec et pour les aînés. De nouvelles politiques et pratiques d'organisation et de prestation de soins et de services serviront à mieux intégrer les soins de santé et les services sociaux pour améliorer les résultats. Donc, notre question pour vous aujourd'hui, ceux qui sont parmi nous, à quoi ressemblerait une amélioration significative dans ce domaine? Donc, au niveau des soins et services pour les personnes âgées ayant des problèmes médicaux et sociaux, tout au long du continuum de soins. Donc, l'idée, c'est de soutenir un vieillissement en santé dans la population, selon la définition de l'OMS, donc l'Organisme mondial pour la santé. Donc, à vous la parole, à tous ceux qui sont avec nous, à quoi ressemblerait une amélioration significative dans ce domaine? Donc, je ne sais pas si quelqu'un se lance dans la boîte de clavardage. En attendant, je ne sais pas, Rachel, si vous avez des idées. Oui, je peux peut-être ajouter quelques mots le temps que les gens réfléchissent. C'est sûr que avec les défis dont on a parlé, le vieillissement de la population, le fait que la population âgée atteinte de syndrome ou de pathologie qu'on dit un petit peu plus gériatrique, comme par exemple un trouble neurocognitif majeur, va doubler ou est en train même de doubler. C'est sûr qu'il faut vraiment repenser un petit peu l'organisation de tout ça. Et en termes généraux, je vous dirais qu'il faut tenter de maintenir ces gens-là en santé dans leur domicile, à leur domicile. Donc, dans leur maison, dans l'endroit où ils vivaient finalement, beaucoup plus que des relocalisés en soins de longue durée. Et ça, c'est un énorme défi. Je ne sais pas, je vois qu'il y a quelques éléments qui sont apparus dans le chat, là, mais je pense que ça, c'est certainement l'une des prémices de base. Sinon, le réseau de la santé sera très, très, très rapidement débordé. Est-ce que vous avez vu une question pour Rachel? Attends, elle est partie. Je vais agrandir ma boîte de clavardage. Quel soutien ou support est présentement disponible pour les patients lorsqu'on réduit, c'est ça, lorsqu'on réduit les médicaments? Difficile de traduire en même temps dans la tête. Merci, Rachel. Directement aux patients à domicile, il n'y a pas d'intervention spécifique, si ce n'est que la bonne volonté de leur médecin de famille et de leur pharmacien, je sais pour dire leur pharmacien de famille, finalement, qui pourraient collaborer à ça. Mais en ambulatoire, ici au Québec, il y a pas de projet nécessairement spécifique qui favorise ça. Évidemment, en soins de longue durée, on a comme une longueur d'avance, là, si on veut, puis peut-être qu'on partait aussi d'un peu plus loin là, pour favoriser tout ça. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret. Ceci dit, par contre, ici au Québec, un peu comme un petit peu partout, là, on fonctionne par association. Donc, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui négocie, entre guillemets, là, pour les pharmaciens salariés. Et cet AQPP-là a dans ses récentes négociations, en lien avec les modifications au cadre légal, il faut dire que la loi sur la pharmacie a énormément évolué ici dans les dernières années. Là. On est probablement rendu au moins aussi avancé qu'en Alberta, sinon peut-être plus, là, parmi les lois où le cadre légal est le plus large, en lien avec notre démarche Opus APPEPS, qui nous a permis d'élargir notre cadre légal. Donc, en lien avec l'élargissement du cadre légal, l'acte de réviser la pharmacothérapie, donc de diminuer les médicaments potentiellement inappropriés, de diminuer la pharmacothérapie excessive, est un acte rémunéré maintenant ici au Québec. Évidemment, c'est très récent. Les dernières modifications au cadre légal ont été adoptées en 2020. Là. J'étais pour dire grâce à la pandémie. Il n'y a pas eu beaucoup de côtés positifs à la pandémie, mais il y en a eu certains comme ceux-là, de faire en sorte qu'on puisse
pousser là, de façon un petit peu plus rapide certains dossiers comme ça, comme modification au cadre légal, donc pour améliorer l'accès. Et l'ensemble du projet a été malheureusement approuvé juste en 2021, donc cette année. Mais déjà, les négociations sont changées et donc dans les prochains mois, dans les prochaines années, tout ça va évoluer. L'autre élément qui va être très, très, très favorable, c'est les organismes législatifs, donc les ordres professionnels. Ici au Québec, par exemple, l'Ordre des pharmaciens du Québec et le Collège des médecins du Québec qui régissent là, la pratique des pharmaciens et des médecins pour protéger évidemment le public, vont sortir des normes, par exemple des normes spécifiques visant les résidences pour personnes âgées. Donc, on appelle ça des RPA ici. Mais tout ça, ça inclut le domicile, ça inclut des différents appartements, des chambres, donc pas nécessairement juste les CHSLD privés. Et dans ces normes-là, il y aura donc des obligations pour les professionnels de réviser la pharmacothérapie. Donc, ce ne sera pas un support là, comme on peut l'entendre là, ou comme on pourrait le penser, mais le support va venir d'obligations et de moyens financiers quand même pour remplir ces obligations-là. Donc, ce qui est pas négligeable, ce qui va quand même dans le bon sens, je crois. Merci beaucoup, Rachel. On a un autre commentaire aussi en lien avec la coordination des soins dans la communauté, avec un accès visible des familles qui peuvent avoir du soutien afin que les gens puissent vieillir à la maison. Donc, je ne sais pas si vous avez des réflexions aussi en lien avec ce concept. Oui, ben oui, ces réflexions-là, les programmes ne sont pas nécessairement tous développés, mais si on prend ça là, d'en haut de la pyramide, là, je pense que nos gouvernements ont quand même mis l'épaule à la roue. Prenons par exemple au niveau national, hein, le Revenu Canada offre quand même des déductions particulières pour les personnes semi-autonomes qui voudraient rester à domicile, soit pour faciliter ça ou encore pour leur donner des revenus, dans le fond, pour avoir accès à différents services. Et on a l'équivalent aussi au niveau provincial. Donc, les deux paliers de gouvernement soutiennent quand même les familles, les pères aidants et les personnes elles-mêmes au niveau fiscal pour faciliter les maintiens à domicile. Donc, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Ceci dit, si vous me permettez de passer des messages, tant qu'à être là, je vais en profiter, dans le fond. Ces programmes-là ne sont pas spécifiques, puis les documents aussi pour y avoir accès ne sont pas spécifiques, ils ne sont pas nécessairement extrêmement bien connus. En fait, ce que les gens doivent demander, c'est la déduction pour personnes handicapées. Alors que en tout cas, c'est pour du maintien à domicile, dans le fond, pour des personnes qui sont semi-autonomes. Et ils doivent faire compléter ces formulaires-là là, qui s'appellent pour personnes handicapées. Donc, c'est un peu particulier. C'est sûr que la démarche n'est pas nécessairement facilitée non plus. Hein. C'est quand même des formulaires qui doivent être complétés par des gens qui ont peut-être difficilement accès soit à Internet, soit à ces formulaires-là. Donc, c'est pas facile. Peut-être qu'un organisme pourrait aider ces gens-là, mais il y a au moins ça qui existe. Là. Je pense, mais la coordination reste un défi, je pense, aussi dans le système. Aussi, on note que la présence des professionnels autres que les infirmières et les pharmaciens, dont les ergothérapeutes et les physiothérapeutes, sont aussi importants dans le maintien de la santé et la qualité de vie des résidents en soins de longue durée. Donc, aussi à noter pour les différents modèles de soins qui sont disponibles présentement. Je crois qu'on préconise beaucoup plus infirmières, pharmaciens, l'équipe, le trio médecin, infirmière, pharmacien dans les soins de longue durée. Oui, le commentaire est tout à fait pertinent. On favorise le triumvirat, là, on est comme habitué de cette façon-là parce que c'est comme la base, là. Mais il est tout à fait pertinent. Puis non seulement en soins de longue durée, les ergos, les physios sont pertinents, mais à domicile, pour maintenir ces gens-là à domicile en santé, ils sont impératifs. D'ailleurs, à domicile, il n'y a pas de pharmacien public, hein, c'est des pharmaciens privés là, qui desservent ces gens-là. Mais nos ergos, nos physiothérapeutes qui vont aider ces gens-là, qui vont adapter le milieu, qui vont permettre à ces gens-là d'éviter des chutes, des complications, ou qui vont les munir d'outils leur permettant de rester à domicile. Évidemment, c'est extrêmement pertinent. Là.
Une autre suggestion ou piste, c'est qu'à tous les niveaux, au niveau du système de santé, on a un besoin pour des politiques nationales, provinciales, territoriales et locales au niveau de la planification et aussi la prodication des soins et avec une compréhension que les personnes âgées ne sont pas tous pareilles. Donc, il faut que ce soit équitable aussi, l'accès aux services pour tous dans la communauté, justement afin de les permettre de vivre où est-ce qu'ils veulent vivre en santé le plus longtemps possible. Oui, tout à fait pertinent. J'ai vu que vous aviez partagé les normes nationales. Comme je vous dis, ici au Québec, on a notre politique, puis on est très, très content depuis déjà 2017 là, d'avoir pensé à un projet de soins personnalisés en soins de longue durée, qui est le projet PEPS, là, qui s'est adjoint à la démarche Opus et qui va exactement dans ce sens-là. Donc, de personnaliser finalement l'ensemble de notre approche aux souhaits du patient, à son niveau de soins, à ses besoins, et non one size fit all, là, si vous me permettez l'expression anglaise, même si on est en session française. Oui, je le permets. Et aussi des questions au niveau de comment, surtout pour les résidences privées, comment est-ce qu'on les rend plus imputables au niveau de la législation, au niveau des politiques et aussi au niveau des médicaments, reste un enjeu selon un de nos participants. Oui, tout à fait. Les résidences privées, je sais qu'ici au Québec, il va probablement y avoir des changements. Là, on a des CHSLD privés, on a des CHSLD publics. Dans nos CHSLD privés, on a des privés conventionnés, puis on a des privés non conventionnés. Et tout ça va changer, là. La pandémie nous a appris des choses, heureusement, puis on va en retenir quelques-unes, mais ces appellations-là vont changer et probablement que tous seront conventionnés. Donc, auront un cahier de charge, des normes aussi à respecter. Puis l'autre élément, c'est nos ordres professionnels, hein, parce que lorsqu'on est privé, bien évidemment, c'est le médecin, c'est le pharmacien, c'est l'ergo. Donc, je pense que ça appartient aux ordres professionnels de dicter le minimum acceptable de pratiques professionnelles qui doit être faite là, dans ces établissements-là. Donc, c'est toutes d'excellentes idées, Tania, je trouve. Il y a un autre commentaire qui est aussi pertinent, c'est le paradigme entre la qualité et la sécurité. Donc, comment est-ce qu'on s'assure les deux sans créer des silos au niveau de la qualité et de la sécurité dans les services offerts aux personnes âgées? Oui, c'est une excellente réflexion aussi. Et parfois, puis on pourrait ajouter à ça non seulement la qualité, mais le souhait aussi, tu sais, ce que souhaite le résident comme type de soins. Si on met tout ça sur une même ligne, puis qu'on essaie de faire des équations, ben des fois, ça donne parfois moins sur la sécurité. Parfois, ça peut donner plus aussi, mais je vous donne un exemple. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un avait tendance à faire beaucoup de chutes, qu'il y avait certains éléments qui étaient mis en place pour éviter des chutes, mais que ces éléments-là contraignaient la personne au niveau cognitif ou au niveau des échanges ou peu importe. Là, admettons qu'on lui mettait une contention chimique là, pour éviter qu'elle se déplace et qu'elle chute. Bien, évidemment, si on lève la contention chimique, elle va se déplacer et elle va peut-être chuter plus. Donc, il faut faire des compromis parfois entre la qualité et la sécurité ou entre les souhaits du patient puis la sécurité. Mais je pense que la meilleure façon de sortir de ça, c'est de partager ces décisions-là avec le résident, avec ses proches, avec sa famille. Fait que comme ça, on aura mis carte sur table, puis on aura fait le choix qui leur convient. Là. Puis dans ce cas-là, je pense qu'on ne se trompera pas. Je suis entièrement d'accord. Une dernière réflexion pour inspirer les gens qui veulent. Comment est-ce qu'on attire les gens de venir travailler avec les personnes âgées? Comment est-ce qu'on s'assure que c'est une profession un domaine qui est valorisé dans le système de soins? Est-ce que vous avez C'est aussi un commentaire qui a été soulevé, puis je la trouve super pertinente. Oui. Bien, oui, c'est une question qui est tout à fait pertinente. Nous, comme je vous dis, on a été un peu chanceux avec le projet PEPS parce que, j'étais pour dire, un des dommages collatéraux de la démarche Opus AP PEPS en confiant des responsabilités à l'équipe de soins
Hein, il n'y a, pas que le médecin qui peut nécessairement tout décider. Je pense que le pharmacien peut prendre une partie des décisions, une partie des responsabilités. Puis de toute façon, d'ailleurs, selon le cadre légal, ils les ont. Hein, ils les assument pas dans la vraie vie, mais selon le cadre légal, ils les ont. Puis en blague, ce que je dis, c'est si un médecin prescrit un médicament de façon erronée, puis que le pharmacien le sert, ben, je caricature, là, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Dans le fond, les deux iront en prison, mais celui qui va rester le plus longtemps en prison, c'est le pharmacien. Donc, c'est lui qui a vraiment la responsabilité de la pharmacothérapie sur ses épaules de façon beaucoup plus importante. Mais donc, de laisser les professionnels assumer des responsabilités, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est souvent motivant et mobilisant pour le personnel. Donc, ça, je pense que c'est un élément qu'il ne faut pas négliger dans le fait de... Dans le fond, on rend le travail, on rend la job intéressante et ça motive et ça mobilise les gens à assumer ces responsabilités-là. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui ont participé dans la boîte de clavardage avec vos suggestions et vos pistes de solutions. Et je termine avec le commentaire au niveau des relations. Et je pense que ça résume bien ce que Rachel, vos propos aujourd'hui. Il faut vraiment se baser sur la relation avec les résidents, leurs souhaits. Et je pense qu'on a beaucoup de pistes de solutions dans la boîte de clavardage qui va pouvoir informer notre stratégie au long des 5 prochaines années. Aujourd'hui, c'était votre première opportunité de vous engager avec nous. Donc, on continue la conversation. Donc, vous pouvez nous consulter notre site web, vous joindre à la conversation sur les médias sociaux et vous inscrire aussi à la Semaine nationale de la sécurité des patients. Merci beaucoup, Rachel. Ça a été une discussion très stimulante. Merci de partager vos réflexions avec nous aujourd'hui et merci à tous d'avoir participé à ce groupe de discussion sur les personnes âgées. Ça m'a fait plaisir, Tania. Merci tout le monde. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi.